Alors, notre deuxième conférencier d'aujourd'hui, c'est Frédéric Collin, qui a été élu sur la chaire Marc Bloch. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin d'introduire Marc Bloch à cette université. On a David Le Breton, qui malheureusement ne pouvait pas être ici aujourd'hui, qui va présenter la chaire Marc Bloch et Frédéric Collin. Et il nous a enregistré une vidéo parce qu'il ne pouvait pas être présent. Je te laisse. Bonjour Thomas, bonjour Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-moi de ne pas être présent avec vous cet après-midi, mais je suis dans une période où je suis très souvent absent. D'abord quelques mots sur cet immense historien que fut Marc Bloch. Grand spécialiste du Moyen-Âge, mais avec une curiosité qui va bien au-delà. Avec Lucien Febvre, il fonde l'école des Annales, une vision de l'histoire très anthropologique, qui ne se contente pas de chronologie ou de grands hommes, mais analyse le social sous l'angle de ce qu'il nomme alors les mentalités. Ce n'est pas le vocabulaire de l'époque, mais on peut dire que ce sont des historiens qui œuvrent à une approche interdisciplinaire en s'efforçant de saisir tous les éléments de compréhension propres à éclairer le comportement des acteurs. Il développe un paradigme plus large qui intègre la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la psychologie. À l'image du travail d'ailleurs mené par Marc Bloch lui-même, notamment sur les rois thaumaturges, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres dans son œuvre. Il a mené l'essentiel de sa carrière à l'université de Strasbourg. Au moment de l'occupation allemande, il assumera des responsabilités majeures au sein de la résistance. Arrêté en mars 1944, il est sauvagement torturé et fusillé en juin. Son livre, L'étrange défaite, paru après sa mort, est une analyse sociopolitique devenue classique de l'impréparation de la France face à la menace allemande. À tous égards, Marc Bloch est un homme multiple, peu disposé à se soumettre dans son travail aux convenances épistémologiques de son époque. C'est un chercheur qui ne s'en laisse pas compter et qui fraye avec d'autres une autre manière de penser l'histoire dont nous sommes encore, pour une part, les héritiers. Indifférence aux murailles des disciplines ou interdisciplinarité, pluridisciplinarité, le souci est d'abord de ne pas reproduire des routines de pensée ou de méthode, mais d'inventer, chacun dans son domaine, d'autres manières de penser que celles valorisées par l'académisme. Il s'agit alors d'être des passeurs, de ne pas se laisser intimider par la police des frontières qui veille justement à une certaine standardisation de la recherche, particulièrement en sciences humaines et sociales. Le pas de côté, hors des recherches communes et routinières, s'il est bien pensé et bien documenté, ouvre une voie propice à l'invention, au déplacement des paradigmes, au renouvellement de la pensée. L'USIAS est en ce sens une collégialité amicale, qui réunit des chercheurs de différents horizons, mais animés d'une immense curiosité, soucieux du partage, de la transmission du savoir, de l'animation de la cité. Faire connaître son travail dans une dialogique commune, non seulement avec les étudiants, mais aussi entre chercheurs et à l'adresse du public, est une exigence éthique, particulièrement dans l'université publique. C'est la dette, finalement, que nous avons envers la société dont nous sommes l'émanation et qui nous rémunère pour nos activités d'enseignants et de chercheurs. Partager, transmettre, inventer, j'imagine que ce sont des qualités qui caractérisent, bien entendu, aussi Brigitte Kieffer. Je dirais seulement quelques mots à propos de Frédéric Collin. Professeur d'égyptologie et directeur de l'UMR 7044, archéologie et histoire ancienne, Méditerranée, Europe.
Frédéric est un bel exemple de cette curiosité qui n'a que faire des divisions internes de l'égyptologie, qui était au départ une curiosité de plein vent. Cette discipline s'est segmentée au fil du temps, du fait de son enseignement et de ses tensions internes, au détriment au détriment d'une volonté de mieux comprendre la complexité des faits. Frédéric défend l'idée, dans son domaine, d'une approche vagabonde, mais exigeante au plan épistémologique, une approche expérimentale aussi, susceptible donc de déplacer la recherche, de la renouveler. Je lui cède la parole. Merci pour cette belle présentation, notamment de Marc Bloch, qui est au fond une excellente introduction à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, plutôt que de faire une leçon, c'est une leçon inaugurale aujourd'hui, donc je suis devant un public très savant. Devant ce public savant, je ne vais évidemment pas vous faire la leçon, je vais plutôt vous faire part d'un parcours et des leçons que moi j'ai tirées de ce parcours de terrain grâce à l'interaction avec de nombreux spécialistes de différentes disciplines. Donc, l'idée directrice de mon exposé, qui est vraiment un vagabondage, comme on vient de le dire, cette idée directrice, c'est de se demander quelles sont les configurations qu'on peut mettre en place pour dépasser les frontières disciplinaires internes aux disciplines et aussi externes entre les disciplines. En gros, très synthétiquement, très schématiquement, il y a 3 types de configurations. La première configuration, c'est ce que j'appellerais une configuration d'interdisciplinarité interne à un domaine scientifique, par exemple les sciences historiques, l'archéologie au sein de ces sciences historiques, mais aussi une interdisciplinarité interne aux chercheurs. Donc il s'agit, c'est le conseil que je donne aux jeunes qui commencent, il s'agit de se former dans plusieurs domaines pointus de son ensemble de disciplines. Donc d'être capable de première main de traiter des dossiers qui sont traditionnellement limités à des spécialistes, à des sous-spécialistes de votre domaine. Interdisciplinarité interne. La deuxième configuration, c'est une configuration d'équipe. Pour résoudre un problème scientifique, on compose une équipe ad hoc, spécialement configurée pour répondre aux questions pour lesquelles on a besoin de plusieurs spécialistes différents. La troisième configuration est en fait en quelque sorte le troisième type de configuration, c'est lorsque des configurations types se standardisent en quelque sorte. C'est-à-dire que quand il devient naturel, par exemple en archéologie, de faire intervenir ce qu'on appelle l'archéométrie, c'est-à-dire l'usage des sciences dites dures comme appui aux questions que se posent les archéologues. Par exemple, il est banal de faire des datations radiocarbone sur un chantier archéologique. Il est banal de composer une équipe avec des archéobotanistes, c'est-à-dire des botanistes spécialistes de l'étude d'échantillons pris sur des chantiers. Il est aussi courant de travailler avec des archéoanthropologues, des spécialistes de l'anatomie qui vont fouiller des squelettes. Donc c'est en quelque sorte un prolongement du deuxième type de configuration qu'on pourrait appeler dans ce cas-là pratiquement de la transdisciplinarité. Alors, ma diapositive de titre illustre au fond le titre de cette conférence, Des sables de l'oasis de Baharia aux ors de la cour de Thèbes. C'est un parcours qui va nous mener de l'oasis de Baharia, des paysans pauvres de l'oasis de Baharia, au fin fond du Sahara égyptien, qui se faisaient enterrer en plein sable. Vous voyez une fouille de leur nécropole à l'avant-plan. Ça nous mène de cette zone périphérique de la civilisation de tradition pharaonique vers la capitale, la grande ville de Thèbes, qui a été une capitale économique, culturelle, religieuse et politique pendant une longue partie de l'histoire de l'Égypte ancienne. Alors je vais commencer par me présenter moi, c'est-à-dire d'où je viens. D'où je viens quand j'ai été recruté à Strasbourg il y a plus de 20 ans. J'ai été recruté en raison de le premier type de configuration dont je vous parlais tout à l'heure. Donc depuis l'époque de mes études et jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours appliqué à travailler dans 2 domaines de recherche des sciences de l'Antiquité. Donc l'histoire ancienne, la papyrologie grecque,
latine éventuellement, mais surtout grecque. Et puis l'égyptologie, et au sein de l'égyptologie, une sous-spécialité plutôt rare à l'échelle internationale, qui est les études démotiques, donc la capacité à lire des textes écrits dans cette écriture que vous voyez ici projetée. Donc ce tesson de céramique, c'est ce qu'on appelle un ostracon. Il est conservé juste de l'autre côté de la cloison qui est là. Donc il est conservé à la Micha, ainsi que tout un dossier d'ostracas qu'on appelle les ostracas Prince Joachim, parce qu'ils ont été offerts par le prince Joachim de Prusse, qui était le fils, un des fils de Guillaume II. Donc ce prince Joachim a suivi des cours comme tout bon prince amené à peut-être gouverner un jour. Eh bien, il a suivi des cours dans toutes sortes divers domaines à l'université allemande de Strasbourg. Et bien sûr, quand on est appelé à prendre des responsabilités, il faut faire un petit peu d'égyptologie. C'est indispensable. Donc il a suivi des cours d'histoire de l'art avec le deuxième professeur d'égyptologie de Strasbourg, qui s'appelait Spiegelberg. Et puis à la suite de son année d'études, eh bien, il est parti faire un voyage en Égypte, un voyage diplomatique officiel. Il a acheté sur le marché des antiquités, qui était légal à l'époque, ce dossier d'Ostraka. Et quand il est revenu en Allemagne, eh bien, il en a fait l'offrande à Spiegelberg et donc à l'université de Strasbourg, qui en est aujourd'hui la dépositaire. Donc c'est un joli dossier de textes qui ont été produits par des membres d'une confrérie religieuse qui était active au 1er siècle avant notre ère, à une époque où l'Égypte n'était pas gouvernée par des Égyptiens, mais par des Macédoniens. C'est-à-dire que l'administration, le pouvoir, etc., se faisait prioritairement en grec, mais les élites égyptiennes, les Égyptiens qui tentaient de garder une bonne position dans la société de l'époque, eh bien, ont appris le grec et étaient bilingues. Donc ils avaient des activités bilingues, et ils avaient, dans leur vie privée, ils menaient des activités cultuelles autour du culte des animaux sacrés. Donc les momies d'ibis, les momies de faucons, qui étaient fabriquées par des spécialistes. Et donc ce petit dossier de texte nous montre comment ces petits textes commémorent la contribution par les membres de l'association, leur contribution à la momification, aux finances, et à la réalisation de la momification de centaines d'oiseaux que l'on allait enterrer en grande pompe lors de grandes fêtes annuelles. Donc chaque année, on tordait le cou de centaines de volatiles, mais ça on ne le disait pas, on ne le dit pas dans les textes, on le sait par des radiographies, on le sait par des études archéozoologiques. Donc on tordait le cou à des centaines d'oiseaux, et puis les prêtres spécialistes les transformaient en dieux en les momifiant. Donc c'était pour leur rendre service en fait. Donc on les transformait en divinités, et puis on allait en grande pompe les enterrer dans la nécropole officielle de cette ville de Komombo, selon son nom actuel. Voilà, alors ceci vous montre aussi ce que doivent apprendre nos étudiants qui s'initient à cette égyptologie un peu pointue. Donc sur la droite, vous avez le texte lui-même, écrit en démotique, et leur exercice, ce qu'ils doivent apprendre à faire, c'est à identifier les signes démotiques pour voir à quoi ils correspondent en hiéroglyphes, puisque l'écriture démotique, c'est simplement une écriture cursive des hiéroglyphes. C'est comme des hiéroglyphes écrits très très vite. Donc tout l'exercice, c'est de transcrire ce qui est à droite de votre image sous la forme de ce qui est à gauche de votre image. Ensuite, il faut le traduire, ça c'est la partie facile, interpréter, etc. Voilà. Je prends un deuxième texte qui est toujours dans le placard, le même placard ici de l'autre côté du mur. Et cet autre exemple est très intéressant parce qu'il illustre le bilinguisme et le biculturalisme de ces gens-là. Sur l'image de gauche, donc c'est le même texte mais qu'on retourne. C'est le même tesson mais qu'on retourne. Donc sur l'image de gauche, vous avez un texte qui commémore ce rituel. Et on apprend que la personne qui a contribué aux finances du rituel s'appelle pas Di Sobek, c'est un nom égyptien, fils de Ménentéres. C'est écrit phonétiquement à gauche, là, en démotique. Vous êtes obligés de me croire, sauf mes étudiants qui peuvent me contrôler. Donc Ménentéres. Alors Ménentéres, c'est pas un nom égyptien, c'est bizarre, c'est écrit phonétiquement. Donc bien entendu, les hellénistes parmi vous ont lu en se penchant la tête sur le côté, mais je les aide maintenant. Donc on retourne l'ostracon, et sur l'autre côté de l'ostracon, le même scribe a écrit, donc c'est le même personnage, bilingue, qui a écrit en résumé juste le nom
du généreux donateur qui s'appelle Pété Souchos, Ménandrou, fils de Ménandre. Ça, si vous avez un nom plus grec et plus classique que Ménandre, parlément. Et ce monsieur, donc, a un nom égyptien, son papa a un nom grec, et ce monsieur se dit Kurenaios, citoyen de la cité de Cyrène. Donc sur le plan politique, c'est un citoyen d'une cité de Cyrène qui se trouve en Cyrénaïque actuelle, hein, donc en Libye actuelle. Et ce monsieur, eh bien, il participe à des enterrements de centaines de momies dans les cultes égyptiens les plus traditionnels de l'Égypte ancienne. Donc c'est un très joli petit document qui, en 2 images, vous montre quelle est une partie de notre métier et quel est le métier dont je suis venu. Parce qu'entre mes compétences d'aujourd'hui et celles du jour de ma soutenance de thèse, il y a tout un monde. Et là, je vous présente plutôt le moment de mon recrutement, puisque j'ai été recruté comme maître de conférence en histoire grecque. C'est ce côté droit du tesson. Et quelques années après, je suis devenu professeur, mais en égyptologie. Et ça, c'est le côté gauche du tesson. Alors, voilà, ça c'est, je me suis présenté en quelque sorte du point de vue de ma naissance quand j'étais bébé chercheur, et j'ai jamais abandonné, hein, donc nous faisons des cours de démotique chaque année avec mes étudiants qui sont dans la salle. Et maintenant je vais vous présenter un parcours d'égyptologie de terrain. C'est ça mon sujet, hein, une égyptologie interdisciplinaire de terrain. Et la première étape du parcours, c'est dans l'oasis de Baharia que vous voyez là, en plein Sahara égyptien, en plein désert. Voilà. Alors, nous avons fait 14 campagnes de prospection et de fouilles archéologiques, chacune durant au moins 2 mois. Donc j'ai passé plus de 2 ans de ma vie de chercheur dans ce trou perdu du Sahara égyptien. Hein. Et je ne vais pas vous présenter l'ensemble de nos travaux, je vais vous présenter un point précis, tout à fait étonnant, une découverte d'équipe que nous avons faite, tout à fait intéressante. Alors vous voyez ici, il y a je repars en arrière. Non. Donc il y a un plan avec à droite, hein, un certain nombre de structures archéologiques. Il s'agit d'espaces de travail et de stockage appartenant à un temple égyptien. Ce n'est pas ce temple qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est la ruine de ce temple. L'image en bas à gauche vous montre cette grande plateforme en violet là, en briques crues. Ce qui m'intéresse, c'est la ruine de ce site, parce que la ruine de ce site a offert aux paysans du coin des caissons de fondation, de construction, absolument parfaits pour aller y déposer des morts et y installer un cimetière. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un cimetière qui s'est réinstallé dans ce temple vers le IVe siècle avant notre ère. On est toujours dans cette Égypte tardive qui est en train de devenir grecque ou qui va bientôt le devenir. Vous voyez ici le fond d'un de ces caissons, avec un archéologue en train de faire ce qu'on appelle de démonter des squelettes, c'est-à-dire de démonter le corps dans l'ordre anatomique en associant chaque partie du corps à un sachet qui permet de l'identifier, et ensuite de réfléchir sur ce qu'on appelle en archéologie la taphonomie, c'est-à-dire la façon dont un corps en bon état et en bonne forme, sauf qu'il est mort, dont un corps qui est presque encore vivant, puisqu'il vient de mourir, se décompose par des phénomènes naturels et finit par se transformer en gisement archéologique avec toutes sortes de phénomènes de dispersement des os et des squelettes. Et ce qui s'est révélé très intéressant, c'est ce qu'on appelle le recrutement en archéologie, le recrutement d'un cimetière. Donc le recrutement d'un cimetière, c'est le profil démographique de ce cimetière, l'âge des défunts, c'est le profil des sexes, hein, féminin, masculin, qu'on rencontre parmi le gisement. C'est toutes les informations sur l'identité biologique des personnes qui se sont fait enterrer là. Or, vous voyez par mes comptes, mes camemberts ici, comme on dit, c'est sûrement en petit pour vous. Donc, ces camemberts vous montrent la proportion des types de défunts. En brun, en couleur rougeâtre brune, ce sont des enfants. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un cimetière dont le recrutement était tout à fait
qui n'était pas un recrutement moyen d'une population moyenne, mais qui est un recrutement où les immatures, les enfants, sont surreprésentés. Même dans le cadre d'une société prémédicale où on meurt plus jeune. Hein. Donc même dans ce contexte-là, la représentation des enfants est plus importante et particulièrement importante. Il y a quelques adultes aussi, mais ils sont proportionnellement très mineurs. Il y a également en gris, la partie grise de ces camemberts, ce sont des chiens. C'est-à-dire que ces enfants, si je devais résumer ce cimetière, c'est un cimetière d'enfants et de chiens. Donc, il y a une association au moins démographique entre les sujets enfants et les sujets chiens. Mais cette association est beaucoup plus intime que ça encore. C'est-à-dire que l'étude de la façon dont les fossoyeurs ont déposé les morts montre que la proximité physique entre les enfants et les chiens a été recherchée par ceux qui faisaient les funérailles. Autrement dit, on les a déposés les uns contre les autres en contact physique direct. Alors vous allez me dire, ce sont peut-être des animaux familiers qui ont accompagné les gamins morts. C'est un drame, hein, des enfants qui meurent. Et donc on a compensé ça en les accompagnant de leur animal favori ou que sais-je. Mais en fait, ces chiens sont morts, pour ce qu'on peut en voir, de mort naturelle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'étude des perturbations osseuses de ces squelettes montre que ce n'étaient pas des inhumations simultanées. C'est-à-dire qu'on n'enterrait pas en même temps un chien et un enfant. Comment est-ce qu'on le voit ? On le voit très bien. Je prends un exemple, on en a quelques dizaines. Hein. Je prends un exemple qui a été fouillé et très bien étudié par Frédéric Adam, qui est un archéo-anthropologue de l'INRAP. Donc sur l'image du dessous, vous voyez qu'il s'agit d'une espèce de petite niche dans le fond d'un de ces caissons, une petite niche creusée comme ça, rapidement, dans le mur. Et le relevé du dessus vous montre la représentation des os de trois individus. L'individu central, en gris, c'est un chien dont vous reconnaissez tous un petit peu la position anatomique. Hein. C'est un chien dont le squelette est parfaitement en connexion anatomique. Sur la droite, vous voyez un crâne. Ça, c'est la seule chose que vous reconnaissez, je pense. C'est un crâne d'enfant. Et tous des petits os dont l'analyse ostéologique montre qu'ils ne sont absolument pas en connexion anatomique et qu'ils ont été poussés sur le côté de la niche. C'est ce qu'on appelle une réduction. On fait ça dans tous les cimetières, hein, même nos cimetières en Alsace. Voilà. Les phénomènes de réduction, c'est quelque chose de bien connu. Hein. On fait de la place. Et là, vous le voyez encore moins. Il y a une série d'ossements qui sont ici représentés en blanc, donc qui sont pas colorés sur notre relevé, qui sont aussi des ossements de chiens. Et eux, ils sont tout dispersés dans le centre de la niche et ils sont tout perturbés aussi. Alors ça nous permet de voir dans quel ordre les individus ont été déposés. Si on vous dépose, si vous êtes mort et que vous êtes dans votre tombe, et juste après votre mort, on dépose un autre défunt et on le pousse contre vous, eh bien, quand vous allez vous décomposer les uns et les autres, vous allez être tous les deux en connexion anatomique. En revanche, si le dernier individu en connexion anatomique a été déposé à un moment où le corps des précédents individus s'était déjà décomposé, le dernier perturbe les précédents. Et ce type d'observation des raisonnements a permis de démontrer qu'il y avait ici 3 inhumations successives avec un délai suffisant entre elles pour que les corps se décomposent et que les connexions anatomiques deviennent fragiles. D'abord un chien qui a été déposé, le chien entre guillemets blanc. Ensuite un enfant qui a été déposé. Il y a encore un os de l'enfant juste au centre de l'image, sous les deux chiens. Ensuite, un enfant a été déposé après la décomposition du chien. Et ensuite, un chien a été déposé sur le tas précédent en faisant un peu de place. Donc, on a toutes sortes d'observations de ce genre-là qui nous montrent qu'en fait, les fossoyeurs ont essayé de rapprocher ces défunts enfants et ces défunts chiens. Un autre détail intéressant, c'est que ce qu'on appelle le mobilier d'accompagnement, c'est-à-dire les petits objets protecteurs comme ces amulettes ici, qu'on attache au cadavre pour le protéger dans l'au-delà, eh bien, le mobilier protecteur des enfants se retrouve aussi sur des individus chiens. Vous avez ici 3 amulettes du même type. Hein. Je vous le dis, vous n'allez pas le reconnaître. En fait, il s'agit à chaque fois de 4 petits yeux protecteurs qu'on appelle yeux Ujat en égyptologie. Or, les 2 amulettes de gauche étaient chacune associées à un chien, tandis que l'amulette de droite était associée à un enfant. Donc voilà, notre
examens, enfin ça fait plusieurs campagnes de fouilles qui permettent de mettre en évidence ces relations entre humains et animaux, ont montré que dans ce contexte, il n'y avait pas d'un côté une anthropologie funéraire humaine et de l'autre le genre animal qui était là pour accompagner l'au-delà des humains, des bébés. Mais que les humains et les canidés étaient traités d'une façon comparable dans l'au-delà. Alors, sur cette base, on a fait toute une enquête non seulement sur la documentation archéologique, comme celle que je vous ai présentée, mais aussi sur la documentation textuelle dans les différentes langues grecques, égyptiennes, démotiques, produites par la civilisation de tradition pharaonique. Et on a fait une grosse synthèse où on a complètement revu la typologie de la façon dont les animaux étaient inhumés. Donc il y a plusieurs types d'inhumations. Il y a par exemple les inhumations de momies dont je parlais au début de l'exposé. Donc ça, c'est un des types. Il y a l'autre type que je viens de vous présenter à Kasralam. Ce site s'appelle Kasralam. Et voilà, cette étude nous a permis de faire une synthèse plus générale sur l'anthropozoologie de l'Égypte ancienne et de renouveler complètement la bibliographie sur ce thème. Au passage, sur la page de gauche, qui est une page d'une de nos publications, vous voyez qu'on a exploité les deux ostracas dont je vous parlais, les deux textes de tout à l'heure, les textes sur des offrandes animalières. Eh bien, ils sont ici édités, traduits, etc., et versés à l'étude, à l'enquête sur cette anthropozoologie de l'Égypte ancienne. Donc ça, c'était complètement nouveau, personne ne l'avait vu auparavant, et dans les 2 ans qui ont suivi notre première publication, il y a 2-3 sites où on a commencé à trouver ça ailleurs en Égypte. Et alors pourquoi est-ce que ça n'avait pas été vu auparavant ? C'est bien parce que les cimetières pauvres et en apparence confus, comme vous avez vu sur ces photos-là, sont peu étudiés étaient auparavant peu étudiés par les archéologues, parce que considérés comme moins intéressants, comportant moins d'informations scientifiques, etc. Mais en fait, c'est absolument pas vrai. Si on travaille en interdisciplinarité avec des spécialistes qui peuvent faire parler les morts, eh bien, on a des tas d'informations qui peuvent être valorisées pour ces questions historiques et d'anthropologie de l'Égypte ancienne. Deuxième enquête, ça c'est ma première enquête. Ma deuxième enquête, en fait, c'est une question qui a peu à peu émergé de nos fouilles pendant ces 14 campagnes. Donc peu à peu, on s'est rendu compte que, alors que nous étions à une époque, donc nos gisements datent du 1er millénaire avant notre ère, alors que nous travaillions sur une époque où on considère que globalement le Sahara actuel est dans son état d'hyperaridité connu encore aujourd'hui, pendant des années, les archéologues, travaillant entre archéologues, nous sommes aperçus qu'il y avait très régulièrement, les nécropoles qu'on fouillait étaient très régulièrement inondées, mais complètement inondées. Donc ici, c'est un exemple d'une salle souterraine, rupestre, où nous avons fouillé une 50aine d'individus, certains en plein sable, certains déposés dans des sarcophages en terre cuite. Et le diagramme stratigraphique qui représente en haut à droite la chronologie des dépôts et les séquences de dépôts vous montre que donc chaque ligne bleue horizontale, il y en a 4, correspond à une inondation complète de la salle. Et donc on s'est aperçu que cette oasis en plein désert, en plein milieu aride, était en fait très humide assez régulièrement. Vous avez un exemple de boue séchée dans un de ces sarcophages en bas à droite. Et puis, lorsque nous avons fouillé ces dépôts, on voyait très clairement que les inhumations se noyaient progressivement dans des dépôts argilo-limoneux à l'occasion de phases humides très, 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 très régulières. Donc ceci, c'est le caisson du cimetière que j'ai présenté tout à l'heure. Eh bien, ce que je viens de vous décrire, on l'a aussi observé dans ces caissons. On voit très clairement, si vous regardez mon animation ici, on voit très clairement que des drains se sont formés sur l'intérieur des caissons à l'occasion de pluies régulières et que ces pluies érodaient les parois des caissons, ce qui faisait se déposer un sédiment argilo-limoneux, c'est le sédiment des briques crues, plus un peu de sable, parce que ça se passait aussi lors de tempêtes. Et donc, progressivement, tout ce cimetière s'est retrouvé noyé dans des sédiments, à l'occasion de pluie. Donc, devant ces observations,
que j'ai accumulées pendant des années. Pendant des années, on s'est dit, il faudrait quand même en tirer quelque chose de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose à comprendre et à raconter. Eh bien, on a fini par réunir une petite équipe à l'occasion d'un IDEX de l'Université de Strasbourg, grâce au soutien et à l'intérêt de collègues qui sont dans la salle ici, Mathieu Schuster, qui est sédimentologue, Bruno Gavazzi, qui à l'époque était doctorant en codirection entre un physicien des observatoires, Marc Munchi, et moi-même, et puis Dominique Schwartz, qui est nommé aussi sur ma diapositive ici, qui est pédologue. Donc on a monté une petite équipe archéologie, sciences de la Terre et de l'univers pour concourir ensemble à essayer d'éclairer ce phénomène, le caractériser, le dater. On pourrait en parler pendant des heures, ce serait plus sympathique de le faire avec eux, donc je ne vais pas approfondir cette question, je vais juste prendre un exemple parce que c'est mon demi-doctorant. Allez, je veux bien que ce soit un quart, trois quarts, s'il est un peu plus géophysicien qu'archéologue, mais enfin il est quand même archéologue aussi. Donc je prends juste un exemple qui vous montre comment nous avons travaillé, non pas en demandant à une partie de l'équipe de faire des prestations de services pour répondre à des questions posées par l'autre partie de l'équipe, mais comment nous avons travaillé en véritable interdisciplinarité, c'est-à-dire en dialogue entre plusieurs disciplines qui chacune pose des questions et s'en renvoie à la figure à son tour. Donc la carte que vous avez sur la gauche de cette image, en tout petit, je le montre là, vous voyez, c'est la plateforme dont je parlais tout à l'heure, avec le cimetière des enfants et des chiens, donc c'est tout petit, l'échelle c'est 200 mètres, donc c'est gigantesque. Bruno a cartographié avec des magnétomètres une surface énorme, donc pour sa thèse de doctorat, il n'a pas simplement fait un travail scientifique, mais il a aussi fait un travail sportif, et vraiment de haut niveau et impressionnant. Et donc son travail a permis, avec l'appui de Marc Munchi, de repérer des tas de structures à la fois anthropiques et naturelles, invisibles à la surface du sol, et ainsi de compléter la cartographie de toutes les structures d'irrigation antiques qui sont extraordinairement bien conservées dans cette oasis. Je ne vais pas approfondir ça, mais je vais juste montrer un exemple ici sur la droite, sur l'image de droite. Donc là, vous avez Bruno qui est avec tout son attirail, son traîneau et ses magnétomètres, etc. Et sur le détail de droite, vous voyez une linéation que nous avons fini par interpréter comme un canal. Donc un de ces canaux de ce réseau extraordinaire de canaux complètement recouverts par du sable et donc invisibles. Donc on a choisi au départ de sa carte magnétique un canal et on y a fait un sondage archéologique que vous avez sous les yeux. Les archéologues ont travaillé avec les méthodes stratigraphiques des archéologues. Ce travail a permis d'objectiver avec leurs moyens le passage du canal et surtout de le dater grâce au mobilier, aux objets qui piégeaient dans le sédiment remplissant le canal progressivement. Donc on a pu dater ce canal tournant entre le 8e siècle et le 7e siècle avant notre ère, ce qui est le canal d'irrigation en plein Sahara le plus ancien, daté par l'archéologie ou par quelque moyen que ce soit. Et ensuite, quand les archéologues avaient fini leur travail, les géophysiciens, et en l'occurrence Bruno, repassaient derrière eux pour recommencer la prospection géomagnétique et objectiver par leurs moyens à eux ce que nous-mêmes avions objectivé par les nôtres. Donc c'était vraiment un jeu tout à fait passionnant d'aller-retour entre les méthodes des uns et les méthodes des autres. Et parfois Bruno m'a envoyé faire des grands trous qui ont duré 15 jours et où on n'a rien trouvé dans le fond parce que à un moment il venait, il disait « Ah oui mais j'ai fait une petite simplification, j'ai simplifié, alors je ne sais plus, j'ai considéré qu'une maison c'était comme une sphère, bon, voilà. Et du coup ça a un petit peu arrondi, donc c'est peut-être 2 mètres plus bas. Donc il y a eu des tensions entre le directeur de thèse et le doctorant, mais en gros on s'est quand même beaucoup amusé. Et ces tensions étaient quand même beaucoup moins dangereuses que ce qui est arrivé à la fin de la campagne, parce que c'était en 2014. Et en 2014, quelques jours après notre départ de l'oasis de Baharia, un des checkpoints de l'armée égyptienne par lesquels on passait régulièrement s'est fait attaquer. Il y a eu 7 soldats tués. Ensuite, 2 mois plus tard, le même checkpoint,
jamais 203. Donc le même checkpoint a été réattaqué. Là, c'est tous les soldats qui ont été tués, donc 21 soldats. Et puis après, en 2015, ça a continué. Enfin bon, je vais pas détailler. Vous tapez Baharia sur Internet et terrorisme, vous allez trouver plein de choses que vous voyez là. Et donc, en 2015, le CNRS n'a pas trop eu envie de nous donner l'autorisation, et le CNRS et l'université, de retourner sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on n'avait pas trop envie non plus, n'est-ce pas ? Donc, on a eu un blocage instantané et immédiat de notre projet, qui était pourtant passionnant. On a à peine commencé à jouer, hein. On avait encore des tas de choses à caractériser. On a réussi à dater précisément la fin de la Green Oasis, donc la fin de cette petite fluctuation, très précisément, hein, à un règne près, mais on n'a pas pu dater le début. Enfin voilà, on avait des tas de projets qu'on n'a pas pu finir, et ça s'appelle, je ne sais pas, une contrainte. On a eu en tout cas, personnellement, j'ai eu une grosse contrainte sur mes activités scientifiques de terrain. Et il nous est arrivé, en tout cas à l'Institut d'égyptologie, ce qui arrive assez régulièrement en sciences, avec des contraintes, c'est-à-dire que comme on a une contrainte qu'on est obligé d'essayer de contourner, de dépasser, eh bien on essaie autre chose, on tente d'autres méthodes ou d'autres sujets. Et pendant les 2 années où on n'a pas pu travailler sur le terrain, parce qu'on n'avait pas les autorisations de partir sur le terrain, pendant ces 2 années-là, eh bien, l'Institut d'égyptologie, moi et mes étudiants, en fait, on s'est beaucoup entraînés à s'approprier des méthodes de photogrammétrie qui permettent de modéliser en 3D des objets ou des espaces. Et vous voyez des exemples. Sur l'image en haut à gauche, vous avez un séminaire de master d'épigraphie égyptienne. On parlait de frontières disciplinaires. Donc, vous voyez des étudiants avec un appareil photo en train de faire tourner une table. Ce n'est pas du spiritisme, mais c'est l'apprentissage à mes étudiants du fait qu'avant de faire de la philologie, avant d'établir un texte, avant de le traduire, de chercher des parallèles, de chercher les nuances de traduction, etc., il faut produire les documents qui nous permettent de faire ce travail. Donc ça, c'est un exemple de séminaire d'épigraphie de master en haut à gauche. En bas à gauche, on a un collègue égyptien qui est quelque part là-bas dans la salle, Mohamed, maître de conférence à l'université de Luxor, qui est en train de s'entraîner avec une collègue égyptienne, Nada Khatab, dans la salle 17, ici à l'EMICHA. En fait, il y a un aller-retour entre le terrain et notre laboratoire ici, pour apprendre et développer et perfectionner ces méthodes de relevé. Alors, vous connaissez tous l'aula du palais universitaire. La plupart d'entre vous connaissent aussi le vénérable hôte réel de cette aula, qui est Ramsès II, qui est dans le fond. J'espère que tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde a déjà été faire sa révérence au roi Ramsès II, qui est dans le fond de l'aula. Ce que vous savez moins, c'est que de temps en temps, parfois, Cassandre Hartenstein, qui a été assistante de recherche sur mon projet de l'USIAS, et moi, on rôde la nuit. On rôde la nuit quand les bâtiments sont éteints pour pouvoir faire des photographies au flash dans le noir. Hein, vous avez ici les fantômes qui s'exercent sur Ramsès II. Et donc on a modélisé tout ce qu'on pouvait modéliser à Strasbourg d'égyptologique. Il y a encore un gros travail à faire, on n'a pas tout fait, hein, mais en tout cas on s'est exercé avec des petites choses, des petits objets, et avec des grosses choses comme Ramsès II du palais universitaire. Tout ceci, en fait, était la réaction à une contrainte et à une frustration terrible de ne pas pouvoir faire du terrain. Donc je faisais du terrain chez nous, à la maison, en bac à sable, d'eau douce. Mais ça a eu pour résultat que nous étions hyper entraînés et hyper impatients de tester ces méthodes sur un vrai terrain. Donc on a rédigé un nouveau projet destiné à la nécropole de Thèbes. C'est le projet que j'ai présenté à l'USIAS. Et donc, ce projet, quel était ce projet ? Ce projet, c'était de faire de la méthodologie pour le sport. L'art pour l'art, c'est-à-dire essayer ces nouvelles méthodes, les tester, pour faire tout le contraire de ce qui avait toujours été fait en archéologie égyptienne, c'est-à-dire pour essayer d'être extrêmement fin sur la caractérisation stratigraphique des différentes périodes qui se sont succédées, comme on fait en archéologie générale, en fait. Et donc, on avait monté ce projet dans l'intention de juste dater toutes les occupations, comme ça, très finement, très scrupuleusement, y compris les fosses faites par les archéologues du 19e siècle, si vous voulez. Donc, on était prêt à faire vraiment quelque chose, c'est vraiment ce qu'on écrit dans les manuels, de façon pas du tout donc c'est pas du tout Indiana Jones, hein, vraiment la science pour la science et pour le sport.
Alors, on a commencé par faire un nouveau plan, une nouvelle cartographie géophysique avec Bruno, en appliquant les méthodes qu'on s'était entraîné à appliquer dans le désert. On a commencé par faire cette belle carte, Bruno et quelques collègues à lui ont fait cette belle carte des anomalies magnétiques, sur laquelle vous voyez un grand rectangle rouge. Donc on a découvert ce que tout le monde savait, c'est-à-dire qu'il y avait là une enceinte d'un temple, d'un temple funéraire, d'une tombe gigantesque, la plus grande tombe de l'Égypte ancienne, construite par un prêtre du 7e siècle avant notre ère. Donc rien de nouveau, mais pour la beauté du geste, on était content de fabriquer cette cartographie. Mais la cartographie a aussi permis de découvrir des structures qui étaient totalement inconnues. Vous avez ici, dans mon cercle jaune, des anomalies pas orientées comme le reste de la tombe. Donc on s'est dit, on va commencer notre échauffement. On va commencer notre échauffement par cette structure-là. Donc on a commencé à faire des décapages en bonne méthode, tranquillement. On a mis 15 jours à balayer les poubelles des archéologues précédents pour essayer de dater les interventions successives, etc. Comme dans les manuels. Et puis la meute de chiens qui nous regardait, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y avait une meute de chiens qui gardait le site la nuit et qui partait quand on arrivait sur le chantier le matin. Eh bien, je pense qu'ils en ont eu marre de ces scientifiques qui sortent des grandes machines et des grands mots et qui ne comprennent pas comment il faut faire. Et donc un matin, j'ai trouvé ce terrier de chien. Donc il y a un chien, le coupable est à gauche, qui a fait un petit terrier, il a fait un trou, parce qu'il s'est dit, il cherche quelque chose, mais moi je sais où c'est. Ils font ça en équipe avec leurs machines, tout ça, mais je vais les aider. Ils repartiront plus vite aussi. Bon, donc il a fait ce trou, cette espèce de niche. Et dans le fond de la niche, l'espèce de chose blanche que vous voyez là, c'est une superbe stèle égyptienne, hiéroglyphique, comme on n'en trouve qu'une seule fois dans sa carrière, ou très souvent jamais. Mais c'est vrai. Et donc, on a... alors le petit reproche que j'ai à faire au chien, mais c'est comme lui qui l'a emporté, qui a gagné, c'est qu'il n'avait pas fouillé de façon stratigraphique, parce que normalement sur un chantier archéologique, vous fouillez d'abord ce qui est au-dessus, ensuite ce qui est au-dessus, etc. Et c'est pour ça que nous, après 15 jours, on était seulement à 15 cm. Voilà. Lui, il est tout de suite allé faire, il a fouillé en sape, comme on disait en 14-18. Hein, donc il est parti par ensuite, il a tout de suite été... Alors pourquoi alors blague à part, oui... Pourquoi est-ce qu'il s'est dirigé vers cette stèle, qu'il a arrêté son enthousiasme d'un coup, parce que c'était du caillou? Eh bien, on l'a compris quand on a prélevé la stèle. Donc on a prélevé la stèle pour pas qu'elle soit volée pendant la nuit, donc en fouille d'urgence en quelque sorte. Et comme ça arrive toujours quand on cesse de suivre l'ordre méthodologique, en enlevant la stèle, qu'est-ce qu'on a vu? L'angle d'un sarcophage en bois parfaitement conservé dans la berme, juste derrière la stèle. Donc du coup, on a un petit peu élargi le sondage d'anticipation selon la méthode canine. C'est une histoire de chien aujourd'hui, hein. C'est une histoire de canidés. Donc on a un petit peu élargi notre anticipation stratigraphique pour fouiller ce sarcophage. Et quand on a prélevé ce sarcophage, qu'est-ce qu'on a vu évidemment derrière? Un autre juste qui commençait à apparaître. Donc à partir de là, on a ouvert un peu plus large, et cette découverte fortuite, c'est-à-dire ce croisement de méthodes très savantes avec des collègues très interdisciplinaires, et de méthodes plus intuitives mais vachement plus efficaces. Alors oui, pourquoi le chien est allé creuser là? Parce que juste derrière, il y avait des momies avec des tas de matériaux olfactifs, enfin des tas de matériaux qui, à mon avis, dégageaient une odeur que les chiens sentent et nous pas. Donc moi, je crois que c'est pour ça qu'il est allé faire son trou là, sauf que les sarcophages étaient juste derrière, et la stèle a protégé les sarcophages. Donc, cette découverte fortuite, en partie fortuite et en partie savante, a eu un grand retentissement en Égypte parce que le gouvernement égyptien a décidé de l'associer aux découvertes égyptiennes de la même zone pour en faire une présentation devant toutes les caméras du monde. Alors, ce sont 3 coupures de journaux, hein, qu'on voit là. Ce sont 3 extraits d'articles de journaux. Et donc qui montre la conférence de presse lors de laquelle le ministre des Antiquités m'avait demandé de présenter, d'ouvrir le cercueil devant tout le monde. On avait déjà ouvert, je ne vais pas le dire trop fort, on l'avait déjà ouvert auparavant pour faire toutes les observations, etc., être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Mais en tout cas, on a fait la présentation publique officielle en présence du ministre et des caméras du monde entier. Donc le monsieur qui est... Alors, un des deux, vous le reconnaissez sans doute, c'est moi, sur la photo en bas à gauche. Hein, en blanc, le type avec le t-shirt blanc, c'est moi. Et le monsieur à côté, c'est le ministre des Antiquités, Khaled El-Hanani, qui, à côté de moi, observait ce sarcophage devant toutes les caméras du monde. Et moi, j'avais préparé
il m'avait demandé de présenter la trouvaille. Donc j'avais préparé mon petit vocabulaire anglais. Je me dis, attends, oui, mais ça, comment on dit, voilà. Avec les collègues la veille, à l'hôtel. Et puis au moment de la présentation, Khaled El Anani se tourne vers moi. Il me dit, mais en français, parce qu'il a fait sa thèse à Montpellier. Il me dit, Frédéric, tu peux nous le faire en arabe, hein. Alors moi, avec toute l'adrénaline qu'il y avait j'ai dit, oui, bien sûr. Et pendant 5 ou 6 minutes, n'est-ce pas, Mohamed, pendant 5 ou 6 minutes, j'ai parlé devant les caméras du Monde et de l'Égypte en arabe pour présenter une des aventures de ma vie tout à fait surréaliste. Et de temps en temps, à la suite de ça, j'avais des gens de Luxor qui me croisaient et me disaient, c'est toi, le docteur Frédéric? Et j'ai dit, oui, mais je t'ai vu à la télé. Donc voilà. Et tu parlais en arabe. Hein. Donc c'est une histoire un peu folle, un peu amusante qui peut vous arriver comme ça. Mais, et alors ça a eu pour conséquence qu'on en a parlé partout sur la planète. Il y a eu des titres. J'embêtais Rivka en lui envoyant les coupures à mesure qu'elles arrivaient. Au début, elle m'a dit oui, on va en mettre sur le site de l'USIAS. Puis à un moment, elle ne me l'a jamais dit, mais j'ai compris. Je lui en envoyais un peu trop. Donc ça a eu un effet sur le plan de la communication extrêmement profitable, non seulement pour les autorités égyptiennes, le tourisme, etc., mais aussi même pour les scientifiques. C'est bien de temps en temps un peu de parler de nos travaux. Mais c'était tellement extraordinaire, on me parlait tellement de « Ah, c'est formidable ce que vous avez trouvé », que je me posais évidemment les questions que se pose un chercheur, c'est « Mais qu'est-ce que c'est qu'une découverte ? Est-ce que c'est ça une découverte ? Est-ce que c'est au fond d'un trou, un chien qui trouve... Et oh, c'est formidable, les objets sont parfaitement conservés, regardez comme ils sont beaux devant... Voilà. Est-ce que c'est ça une découverte ? Et donc pendant quelques mois, je me suis demandé si nous avions fait une découverte ou si nous avions fait du cinéma. Oui, j'étais sûr qu'on avait fait du cinéma. Mais est-ce qu'on avait aussi fait une découverte ? Et donc je me demandais, et je continue de me demander, qu'est-ce que c'est qu'une découverte ? Eh bien, les réflexions que je vous présente maintenant, c'est des réflexions sur cette question. Qu'est-ce qu'une découverte en archéologie et dans nos sciences historiques ? Et qu'est-ce qu'une découverte par rapport à une découverte en sciences dites dures ? Moi, j'aime bien sciences dures. Je fais partie de ceux qui aiment bien dire sciences dures à propos des sciences dures, parce que ça me permet de dire que nos sciences, c'est des sciences complexes. Et c'est assez vrai. Hein. On n'est pas très dur, mais on est complexe. Donc, existe-t-il un middle ground entre la façon de faire de la recherche en sciences dures et la façon de faire de la recherche, pas dans toutes les sciences complexes, mais en tout cas en archéologie ? On peut se dire que ce middle ground, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire l'image d'un progrès régulier des outils d'observation de notre sujet. Je prends au-dessus un exemple de science dure. Dans l'infiniment grand, c'est l'observation de l'univers, du ciel étoilé, avec des outils qui sont de plus en plus fins. On aurait pu prendre un exemple dans l'infiniment petit, tiré des recherches de Thomas Ebsen. On s'en fiche, c'est toujours la même chose. C'est quand même un progrès progressif et régulier des outils qui nous permettent d'observer mieux, d'enregistrer mieux et du coup de comprendre mieux et même de se poser des questions auxquelles on ne songeait même pas avant d'avoir l'outil. On peut se dire que ça... Alors, juste l'image en bas à gauche, c'est le plafond astronomique du temple de Dendera qui représente, où les Égyptiens ont représenté, avec leurs moyens à eux, un ciel étoilé, des constellations, des astres, aux alentours de 50, l'été 50 avant notre ère, selon l'étude d'un astronome du CEA, qui s'appelle Éric Aubourg, qui a proposé une interprétation de tous ces dessins comme correspondant à l'état du ciel, tel que les Égyptiens, sans outils de lentilles ou sans outils de rapprochement, le voyaient à l'époque. Ensuite, les deux images suivantes, ce sont les images que tout le monde a vues, parce que la NASA les a beaucoup diffusées dans sa communication. C'est-à-dire une même zone du ciel étoilé, avec Hubble et ensuite avec Webb. Hein. Donc une même zone du ciel étoilé, observée avec des outils qui deviennent de plus en plus pointus. Voilà. Donc on peut se dire, nous on fait un peu pareil. On fait un peu pareil, sauf que nous on est resté un peu dans les méthodes de l'Égypte ancienne jusqu'à la fin du 19e siècle. Dans les images du dessous, vous avez en gros la façon dont les archéologues documentent les contextes archéologiques qu'ils fouillent et qu'ils découvrent. C'est ça qui est important, c'est pas de trouver des objets, c'est de les documenter et de comprendre les relations qu'ils entretiennent entre eux et entre les couches archéologiques qui se sont déposées dans le gisement. Dans l'image, alors on a le même phénomène, l'image en bas à gauche, c'est la plus grande découverte d'un ensemble de momies royales, hein,
plusieurs dizaines de corps parfaitement conservés dans la cachette dite cachette royale à Luxor. Il y a 0 description faite sur le terrain, il y a 0 dessin, il n'y a rien, il n'y a aucune documentation pointue qui permette aux générations futures, et par exemple à nous, de réfléchir là-dessus. Par contre, ce que vous voyez, c'est un dessin d'illustration d'un dessinateur, d'illustration d'un journal l'année suivant la découverte. Donc c'est quelqu'un qui n'était même pas sur place, il dessine comme si on représentait le Titanic qui est en train de couler en y ayant heureusement pas participé soi-même. Le deuxième exemple, eh bien, on se situe en 1898, une autre découverte de momies. Dans une tombe, il y a 6-7 momies royales, enfin, tous ces rois dont on connaît les grands noms, qui sont trouvés ensemble dans une même pièce. Et là, il y a un gros progrès, puisqu'on a au moins un petit schéma, un petit sketch, hein, mais on n'a rien de plus. Donc mais c'est déjà ça. On sait qu'il y a eu autant d'individus trouvés dans tel endroit, et un petit schéma à main levée qui a été fait dans la précipitation. Bon. Ensuite, on passe à une découverte en 1919, 40 sarcophages. La photographie est arrivée dans les moyens et les méthodes des archéologues, et elle s'est popularisée. Et donc, là, pour ces 40 sarcophages, qu'est-ce qu'on a? Une photo. Cette photo que vous avez ici. Donc, on a une seule photo où il y a, je ne sais pas combien ils sont, 4, 5, 6 sarcophages dans un seul angle de vue. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas raisonner sur la stratigraphie. Qu'est-ce qu'ils font là, ces sarcophages, dans cette couche-là? Qui les a mis là, etc. Je ne peux pas raisonner là-dessus, mais on est déjà beaucoup mieux. On est beaucoup mieux outillés qu'au début. Et ensuite, l'archéologie s'est systématisée, et les archéologues, comme sur la quatrième illustration, se sont mis à faire des relevés à l'échelle en positionnant très précisément tous les objets situés dans une tombe, la position des momies, etc., etc. Je prends un exemple de 1937, mais entre 1937 et la fin du XXe siècle, en gros, on a fait de plus en plus joli, mais on n'a pas fondamentalement changé. On en était à des relevés d'architectes, en fait. Hein. Alors on va me dire, bon, donc je disais, y a-t-il un middle ground entre l'observation, par exemple, de l'univers et nos travaux archéologiques? Eh bien, en réalité, en apparence, oui, mais dans la réalité, pas du tout. Parce qu'il y a une grosse différence entre vos données et nos données, c'est l'infinitude ou la finitude des données. C'est-à-dire que l'univers, ou plutôt l'humanité aura fini d'exister très 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 longtemps avant que l'univers finisse d'exister, si tant est que l'univers soit destiné à finir d'exister. Ça, ce n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, l'humanité aura disparu avant, ça c'est sûr. En revanche, toutes les données produites par les archéologues sont par définition finies. C'est-à-dire la civilisation pharaonique, on ne peut pas faire d'expérimentation dessus, on ne peut pas la faire revivre. Donc les dépôts, ils sont finis, de 1. De 2, l'archéologue détruit son objet d'étude. Donc la métaphore que connaissent tous les débutants en archéologie, c'est que l'archéologie, ça consiste à lire un livre. Chaque page du livre, c'est une couche archéologique, mais pour fouiller la couche archéologique suivante, il faut déchirer la page. Et ensuite, on accède à la couche suivante, on la lit, on la décrit, on la déchire. Tout ceci veut dire que dans la première moitié du XXe siècle, nos ancêtres archéologues ont détruit des données sans les enregistrer finement, puisque vous avez vu les méthodes, à une échelle industrielle. Vous voyez d'ailleurs des images qui sont tirées d'un film de 1922 du Metropolitan Museum of Art. On dirait les temps modernes. Hein. Vous avez des chaînes humaines d'ouvriers qui attaquent à la pelle et à la pioche des sédiments qu'ils envoient dans des petits decauville, comme on dit, les petits chariots, comme dans des mines souterraines, et aucun archéologue dans le paysage en train de prendre des notes, en train de prendre des photos, la photographie existait, etc., etc. Donc cette image vous montre en fait l'enjeu tout à fait spécifique d'une science qui détruit son objet. J'en reviens à ce qui n'est pas encore une découverte. Je reviens à notre trouvaille. Donc ça, c'est à quoi ressemble un sarcophage âgé de plus de 3500 ans, avec une défunte à l'intérieur, le mobilier conservé, et qui n'a pas bougé depuis 3500 ans. C'est-à-dire que si vous allez observer ça, vous voyez comment les fossoyeurs et la famille a agi au moment de déposer les cadavres dans le cimetière. Donc voilà, on enlève des sédiments, et d'un coup apparaissent quelques couleurs splendides, parfaitement conservées. Et pour répondre à la question, ceci est-il une découverte ou pas? En fait, la réponse dépend de ce qu'on fait à partir de là.
et ce qu'on a fait juste avant, parce qu'évidemment, il faut avoir enregistré tout ce qui précède pour comprendre pourquoi on arrive là. Donc le travail, la découverte, se fait si on accompagne cette mise au jour, fortuite ou pas fortuite, de tout un apparat qui permet de compenser le fait qu'on va détruire nous-mêmes le gisement. Rien que le fait de bouger ces sarcophages de là où ils sont, on détruit des informations. S'ils sont dans un musée, on est obligé de lire la notice du musée, on ne peut plus réfléchir. On doit lire la notice faite par quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, notre projet de l'USIAS, en fait, a eu cette chance extraordinaire de s'être donné pour objectif de faire un exercice de méthodologie pour pousser au maximum l'amélioration des méthodes qui permettent de mouler la réalité, c'est-à-dire de la modéliser et de garder en 3 dimensions toutes les informations que l'archéologue a observées et qu'il va détruire d'un instant à l'autre. Donc on avait un projet méthodologique et on a pu l'appliquer sur une découverte rare comme il n'y en avait plus eu depuis les années de l'entre-deux-guerres. Des sarcophages de cette période-là, dans cet état de conservation. C'était vraiment un coup de chance. Et le coup de chance, il était là. C'est pas le chien qui a fait son petit terrier. Le coup de chance, c'était que cette équipe-là avait décidé d'aller faire son exercice-là pour jouer à cet endroit-là, et que c'est eux qui ont trouvé le gisement. Donc le travail à partir de ce moment-là, c'est un travail d'archéologie classique. À gauche, vous voyez les fouilleurs. À mesure qu'on fait la fouille, on enregistre tout ce qu'on voit, on décrit, on mesure, etc. Et l'élément nouveau, c'est que sur les images de droite, vous voyez l'archéologue, là c'est moi en l'occurrence, qui est en train de faire le relevé photogrammétrique pour mouler cette réalité et la perpétuer alors qu'on va bientôt prélever les sarcophages et qui seront donc plus sur la scène de crime. Donc ça, si ce n'est pas une photo, c'est une capture d'écran d'un modèle 3D. Donc désormais, notre scène archéologique est virtualisée. Elle existe encore, mais sous forme de données numériques. Les sarcophages sont dans des réserves d'un musée. Et puis, nous avons appliqué une méthode que j'ai appelée la méthode de la matrioshka. C'est-à-dire que nous avons fait un modèle de chaque état de la fouille, étape de fouille par étape de fouille. Quand nous sommes arrivés sur les 3 sarcophages, dans cet exemple-ci en place, on a modélisé la scène funéraire. Ensuite, on a prélevé les sarcophages, on a modélisé les sarcophages sans les ouvrir, hors de la scène, donc on a un modèle de l'objet. Ensuite, on a ouvert le sarcophage, on a remodélisé. Comme je suis maniaque, on a modélisé avant d'avoir dépoussiéré et après avoir dépoussiéré pour avoir réellement l'état de l'objet tel qu'on l'a trouvé, pour pouvoir donner des réponses à des questions auxquelles on ne pense pas au moment où on fait la découverte. Ce n'est que 2 ans après qu'on se dit « Ah, mais est-ce qu'il était dans tel ou tel état ?» ça va me donner une réponse à telle ou telle question. Et ensuite, nous avons démonté le contenu. C'est de nouveau le verbe « démonter » que j'utilise comme tout à l'heure avec les squelettes de Kasralam, c'est-à-dire que nous avons prélevé les différents objets qui accompagnaient les défunts, et à chaque prélèvement, après chaque prélèvement, nous avons remodélisé la scène, ce qui veut dire qu'on peut reconstituer la totalité du dépôt, geste par geste, en laboratoire. Et après cela, on a remodélisé encore les objets qui le nécessitaient et qui le permettaient. On a remodélisé les objets après leur prélèvement. Donc on a des modèles dans des modèles dans des modèles, et c'est une méthode qui n'avait jamais été utilisé pour une raison très simple. Dans tous les documentaires que vous allez voir aujourd'hui, là, ça fait chic de montrer un modèle 3D de la pyramide de Khéops, de ceci ou de cela. Il n'y a pas un documentaire où vous n'allez voir des exemples de la révolution de la 3D en archéologie, etc. Mais si vous observez bien, vous verrez que ce sont à peu près toujours des prestataires qui font la modélisation. C'est-à-dire, ce sont soit des boîtes d'archéologie spécialisées qui viennent pour faire un modèle splendide à la fin de la fouille, ou même d'un monument qui a été découvert il y a très longtemps, soit ce sont des personnes considérées comme des techniciens qui viennent, pendant une petite partie de la fouille, modéliser ce qui est beau. Et vous aurez compris à tout ce que je vous ai montré là, que ça ne peut pas marcher, puisque la seule personne qui assiste à toutes les étapes de la fouille, c'est l'archéologue lui-même. Ça veut dire que moi je milite pour que la modélisation 3D devienne un outil aussi banal que la photographie au début du XXe siècle. Et je pense que mes étudiants, les jeunes, là, eh bien, ils sont, en tout cas ceux qui font des stages avec moi de modélisation ici à la Micha, je suis sûr que... Enfin, je leur souhaite que ça devienne leur quotidien, parce qu'on ne peut pas travailler si on doit téléphoner à une boîte. On vient de découvrir 3 sarcophages, on doit les enlever dans 3 heures. Est-ce que vous pouvez venir de Paris ? Non, c'est pas possible, ils ne sont pas sur la liste de fouilles. Voilà. Donc,
notre projet consistait à banaliser quelque chose, en fait. Banaliser une méthode pour en tirer des choses pas banales. Alors, cette année-là, en 2019, on a trouvé tellement d'informations, tellement de données dans ces sarcophages, qu'à la fin de 2 mois de fouilles, donc la campagne a duré 2 mois, on s'est rendu compte qu'il nous fallait encore 10 jours de travail et de documentation. Et donc, merci à l'USIAS, parce que comme j'avais une décharge, j'ai pu demander qu'on change mon billet et rester 10 jours de plus que prévu. Et Cassandre Hartenstein, qu'on voit sur la photo en haut à droite, et les 2 restaurateurs égyptiens qu'on voit sur la photo à gauche, par exemple, ici, et moi, nous étions 4, et pendant 4... donc à 4 pendant une dizaine de jours, on a travaillé comme des fous pour tout documenter, tout décrire de cette découverte exceptionnellement bien conservée. À la campagne suivante, en 2021, Cassandre avait pour mission d'organiser une équipe interdisciplinaire ad hoc. Tout à l'heure, je vous parlais des configurations qu'on organise pour répondre à des problèmes scientifiques ad hoc, c'est-à-dire des problèmes qui ne s'étaient pas posés auparavant à vous. Et donc notre équipe ad hoc, composée par Cassandre, a réuni un radiologue, un médecin, le docteur Mérigeau, et donc le chef des vétérinaires du zoo de Beauval. Alors pourquoi un vétérinaire pour étudier des momies ? L'explication est simple, vous la voyez ici. Les vétérinaires ont l'habitude d'aller travailler sur des animaux qui gigotent un peu parfois, et surtout qui sont dans des étables ou qui sont sur des terrains en Afrique, dans le cas du collègue Mulot ici, qui est des 2 personnes qu'on voit sur l'image. Et donc il avait une expertise et des équipements qui permettent de faire de la radiographie de combat, en fait. Vous avez l'émetteur qui pend à une potence ici et qui radiographie la momie, morceau par momie, sachant qu'on ne pouvait pas transporter cette momie dans un hôpital ou lui faire passer une IRM, par exemple, ou une tomographie ou que sais-je, parce qu'il n'y en a tout simplement pas pour les humains à Luxor. Donc là, c'est de la science de terrain, c'est de la science de combat, si vous voulez. C'est de la science où il faut bricoler pour produire des données et pour les générations futures. Et ce travail permettra, par exemple, de faire le type d'observation ostéologique sur les déplacements de connexions anatomiques que je vous ai présenté avec les corps secs de tout à l'heure. Parce que le problème des momies, c'est qu'elles sont fraîches, en quelque sorte. Ce qui fait que les archéoanthropologues sont totalement impuissants à faire la moindre observation, puisque les os ne bougent pas. Normalement, ils ne sont même pas visibles, ils sont dans la momie. Or, cette étude nous a permis de voir que ce n'est pas vrai du tout. En fait, il y a des tas de connexions qui se sont perdues dans l'exemple, par exemple, de cette momie-ci, ce qui montre qu'après, évidemment, le décès, mais même après la momification et le dépôt de la momie dans le gisement, il y a eu un redémarrage de la décomposition du corps et une intervention anthropique, humaine, qui a perturbé les connexions anatomiques et remis en place le corps comme on le pouvait et réemballé ce corps pour le mettre dans ce sarcophage. Donc il y a des tas d'observations qu'on va pouvoir faire, comme on aurait pu le faire grâce à la fouille en plein sable de squelettes, mais que là on va pouvoir faire sur des momies. J'en arrive maintenant, je m'approche de la fin de mon exposé, et je fais un petit bilan. On a fait après toute cette étude, toute cette prise de données, etc., des gigas et des gigas de données, on s'est retrouvé face à une situation un peu étrange que j'appelle un mystérieux assemblage composite. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que nos 5 sarcophages qui étaient enterrés dans ce remblai, leur présence dans ce remblai était assez étrange. On a pu dater par le radiocarbone 2 des sarcophages grâce à une sangle en lin qui enfermait un des 2, et grâce à des fragments de tissu de l'un de l'autre, on se situe quelque part du côté du XVIe siècle avant notre ère. Radiographie, archéométrie. Sur l'image en bas à gauche, vous avez un modèle 3D, en fait un modèle numérique d'élévation qui n'est pas une carte géographique comme le font les géographes avec un SIG, mais qui est faite avec les mêmes outils que les géographes, c'est-à-dire un outil de SIG, mais à une échelle millimétrique. C'est-à-dire qu'on fait en gros une cartographie d'un objet qui est grand comme ceci, et ça nous a permis de bien mettre en évidence l'inscription ici, qui se lit Hekataoui, qui est un des titres d'un roi qui, en effet, a vécu au XVIe siècle. Donc cette brique-là, ainsi qu'une dizaine d'autres briques, on les a trouvées dans les mêmes contextes, dans les petits murets qui stabilisaient ce remblai. Bon, ça c'était cohérent. Mais c'était quand même bizarre parce que c'était des briques qui n'étaient pas en position primaire, elles n'étaient pas en place, elles étaient
fichu dans ce remblai. Plus étrange, c'est la stèle dont je parlais tout à l'heure. Là, vous avez un relevé, un dessin, qui est de nouveau un dessin produit au départ d'un modèle 3D de la stèle. Donc, toute cette documentation, sauf l'image en bas à droite, ce sont des documents produits grâce au modèle 3D. Hein. Donc, la stèle ici, eh ben, elle est plus jeune que le reste du dépôt. Donc, elle est plus jeune d'au moins 70 ans. Donc, c'est bizarre, un ensemble d'objets qui n'ont pas tous le même âge et qui ont pourtant, la stratigraphie a montré qu'ils ont été déposés en même temps. Ils n'ont pas le même âge, mais ils ont été enterrés en même temps. Et enfin, un petit mystère de la chambre jaune. Là, vous avez une photo du fond d'une cuve, d'une de ces cuves, qui est pleine de crottes, en fait, qui est pleine d'éjections de rongeurs. Alors qu'à l'endroit où nous avons trouvé ce sarcophage, il est impossible que même des animaux fouisseurs professionnels de l'enfouissement y soient descendus, y aient fait un festin et en soient ressortis vivants par le même trou qu'ils auraient fait. Et en plus, on ne l'ait pas vu puisqu'on n'a retrouvé ni leur squelette, ni des dommages, etc. Donc, c'est un indice du fait que ce sarcophage a d'abord été déposé dans un autre environnement ouvert et non pas enterré comme on l'a trouvé enterré. Et que dans cet autre environnement, il y a des rongeurs qui ont fait un festin lorsqu'ils ont eu l'occasion d'entrer par un trou ou l'autre du sarcophage lui-même. Alors, l'enregistrement systématique que je vous ai décrit a permis, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais il a permis de comprendre par quel scénario les fossoyeurs avaient été enterrés, ces 5 sarcophages, là où on les a trouvés. Donc la première chose qu'on a comprise, la pastille jaune, c'est l'emplacement où on a trouvé les sarcophages, là. Donc la première chose qu'on a compris, c'est qu'on était dans l'axe d'un temple situé dans le fond de la vallée. Un temple construit à la même époque que l'époque de la stèle qu'on a vue tout à l'heure. Et ce qu'on a compris aussi, c'est que le remblai où on l'a trouvé, en fait, c'était une construction d'une rampe. C'était la construction, c'est comme une autoroute, on a construit une rampe pour donner accès à ce temple, et cette rampe a été construite d'une façon très précise pour permettre aux processions religieuses d'une fête qui a lieu tous les ans, une fois par an, qu'on appelle la belle fête de la vallée, à l'occasion de laquelle le dieu Amon traverse le Nil et il est transporté dans sa barque par des prêtres tout le long de la chaussée. Il va s'accoupler, en tout cas faire revoir sa compagne Hathor, qui est la déesse de la nécropole, la déesse des morts. Bon. Donc on a compris que ce sont des ouvriers qui ont construit cette chaussée, qui, lors de la construction de la chaussée, ont profité de cette construction pour réenterrer des individus qui avaient déjà été enterrés à un autre endroit auparavant. Alors ça, on l'a mis en évidence. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de 2 mois de fouilles qui nous a permis de mettre en évidence la structure de construction de cette rampe, qui est stabilisée par une espèce de carroyage de cellules. Et c'est dans ces cellules que les 2 premiers sarcophages ont été découverts, dans une de ces cellules, et également dans d'autres de ces cellules que les 3 autres sarcophages ont été découverts. Donc le contexte général s'est clarifié à nous. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé à ces défunts? Donc ce qu'on suppose depuis qu'on a compris ça, c'est qu'en construisant la chaussée, les ingénieurs ont dû exproprier tout ce qui dérangeait, donc tous les monuments qui dépassaient ont été rasés, démontés, et leurs débris ont été utilisés pour faire le contraire dans les creux. Donc on a arasé tout ce qui dépassait, et on a remblayé les creux, et on a construit notamment cette rampe. Et en faisant ça, évidemment, on a dérangé des défunts, et manifestement, on les a traités respectueusement en les réenterrant. Donc ils ont été expropriés, mais ils ont quand même été traités respectueusement, parce qu'on les a réenterrés sur le trajet de la procession annuelle, pour qu'ils bénéficient eux aussi des offrandes qui allaient bénéficier au roi dans cette grande cérémonie annuelle. Et là, je termine avec la dernière chose qu'on a comprise, Cassandre et moi, il y a quelques jours, en fait, pendant le semestre en cours. Donc on s'est rendu compte que, vous voyez ici, mon autre pastille jaune, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien typologique très précis entre ce dépôt que nous avons découvert et une tombe qui a été fouillée en 1908 par Carter, le futur découvreur de Toutankhamon. Donc ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'en fait on fait toujours une enquête sur les Égyptiens anciens, mais notre enquête nous fait toujours enquêter sur nos prédécesseurs. Donc on fait de l'archéologie assez régulièrement. Et donc on s'est aperçu que plusieurs des objets que nous avons trouvés proviennent probablement
d'une autre tombe comparable à celle-là, construite et décorée par le même atelier. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais ce raisonnement a été fait au départ d'un fragment d'enduit peint que vous voyez là, c'est l'image du centre, un fragment d'enduit peint. Vraiment, c'est un petit morceau cassé d'un décor plus grand, où on voit seulement une main d'un personnage, l'arrière d'une tête, et quelques hiéroglyphes peints. Ces détails-là, le style du décor et des hiéroglyphes, ont été suffisants pour nous permettre d'établir un lien certain entre l'atelier qui a fabriqué notre fragment et celui qui a fabriqué la tombe de 1908, qui s'appelle la tombe d'un certain Tétiki. Ça, c'est le côté décoré qui nous a permis d'établir ce fait. Je vous montre à quel point on peut reconstituer la scène plus globale dans laquelle ce fragment était inscrit, grâce au parallèle de cette tombe-là. L'autre côté de ce morceau d'enduit peint nous a permis, grâce à de nouveau cette méthode de topographie des micro-reliefs d'un objet, comme le font les géographes, mais ici appliqué à un modèle 3D. Donc nous avons pu faire cette cartographie que vous voyez ici. Les chaînes montagneuses en rouge correspondent en fait, c'est l'empreinte de l'enduit qui était appliquée à la maçonnerie du caveau. Et donc les chaînes montagneuses en rouge correspondent dans la réalité à l'empreinte des creux entre les briques. Et le profil de l'objet, qui a pu être mis en évidence grâce au modèle 3D, nous a permis aussi de positionner ce fragment sur le départ de la voûte dont provient cet objet. Et je termine, ça c'est ma dernière diapositive. Donc je termine par un joli petit apport permis par ce rapprochement entre cette tombe fouillée en 1908 et notre trouvaille. Dans la scène du dessus, le dessin au-dessus, vous voyez une des scènes peintes dans cette tombe de Tétiki fouillée par Carter. Vous y voyez quoi? Vous y voyez un homme et une femme assis sur une chaise, selon les conventions de représentation d'un défunt. Donc les morts à qui on vient rendre le culte mortuaire, on vient leur faire des offrandes, on les représente comme des vivants bien assis sur une chaise, mais ils sont morts en réalité. Et devant eux, il y a deux femmes, une adulte et une petite fille, que la légende hiéroglyphique nous identifie comme étant les filles de ce couple. Et en 2022, donc tout récemment, la Christiane Ziegler, l'ancienne conservatrice en chef du musée du Louvre, a écrit un article sur ce qu'elle appelle l'offrande de la grappe de raisin. Parce que vous voyez que la fille, là, sur l'image en couleur, tend en fait une grappe de raisin entre les doigts de son papa. Et donc, cette collègue a écrit un article assez développé pour montrer l'intérêt de cette scène et son caractère totalement isolé dans la documentation égyptienne, alors qu'on a des centaines de documents qui aucun n'atteste cette offrande de la grappe. Et ce qui est très sympathique, c'est que sur un de nos sarcophages, eh bien, on a trouvé exactement la même scène. Donc sur le décor de ce sarcophage, vous voyez en bas une dame qui est la défunte à gauche, devant elle deux femmes, une adulte et une fillette, une petite fille qui est représentée nue. Et sur l'agrandissement de l'image à droite, vous voyez que ce que la petite fille amène peut-être à sa maman, là il n'y a pas de légende qui dit quel est leur rapport familial, ce qu'elle lui offre c'est une grappe de raisin, comme dans la tombe de Tétiki. Je vous remercie pour votre patience, je remercie aussi tous les collègues qui m'ont accompagné dans ces fouilles de Baharia, je les ai comptés à cette occasion-là, il y en a 115, et ainsi que les institutions qui nous ont soutenus. Merci pour votre patience. Merci Frédéric pour cette présentation fascinante. Il est tard, mais on va prendre quelques questions, 2-3 questions s'il y en a. Mais il faut que Frédéric réponde rapidement. Des questions? Oui, Jean-Louis. Une question de généticien. Est-ce que sur ces... dans le cimetière là où il y avait les enfants, est-ce qu'on peut... faire des études d'ADN et savoir de quoi ils étaient morts, parce que je sais que dans certains cas on a pu savoir soit qu'il y avait telle ou telle épidémie, soit telle maladie génétique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'état de ces squelettes permet ce type d'études? Alors je vais essayer de répondre brièvement. Donc pour la question de l'étude de l'ADN de ces populations,
je ne sais plus en quelle année, je crois en 2006, nous avons tenté avec une collègue médecin qui travaille à l'université de Aix, et qui travaille aussi en médecine légale, hein, qui a l'habitude de travailler pour des identifications d'identité ADN. Donc elle est venue à Baharia, elle a expliqué aux fouilleuses, cette année-là c'était des fouilleuses, des archéoanthropologues qui fouillaient des squelettes, comment faire des prélèvements en vue de cette étude. Les fouilleuses en question ont fouillé avec des charlottes par 35-40 degrés, avec des gants, etc. Donc vous voyez tout l'équipement, comme dans les séries américaines. Donc elles ont fait ça pendant 2 mois. Elles ont fait des prélèvements, on les a rangés dans les sachets selon la méthode qu'on leur avait indiquée. Ensuite, nous avons l'année suivante demandé l'autorisation au ministère des Antiquités d'importer ces échantillons au Caire pour pouvoir les étudier dans un laboratoire équipé à titre gracieux par cette collègue médecin. Et c'est la seule fois de ma carrière où la réponse qui nous a été donnée par la sécurité et non pas par le ministère des Antiquités, ça a été une interdiction de voir le mobilier qu'on avait trouvé nous-mêmes, y compris les tessons, sans aucun impact politique sur l'identité des gens. Et donc, on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire d'études d'ADN, en tout cas que des étrangers ne devaient pas faire d'études d'ADN de squelette. Donc, voilà. On n'a pas réessayé, on a compris, et on s'est adapté, on n'a pas réessayé. C'est dommage. Autre question. OK. Vous restez dans le micro, votre micro. Oui, pour rester dans le cimetière et ces enterrements de chiens et d'enfants, donc vous avez indiqué que depuis d'autres occurrences ont été documentées, mais ce qu'on a à faire aussi à des sépultures différées dans le temps. Ou est-ce que c'est la coexistence ? Alors là, dans les autres exemples qui sont quand même moins spectaculaires que ce qu'on a trouvé, parce qu'on en a trouvé des dizaines, hein. Là j'ai pris un exemple, mais on en a trouvé vraiment des dizaines. Dans les autres exemples, ils ont trouvé 4-5 individus, enfin ils n'ont pas trouvé d'exemple aussi beau que le nôtre. Et en outre, au moment où ils ont fait la fouille, ils n'utilisaient pas les méthodes de fouille et d'observation d'anthropologues de terrain, parce que ce que font les anthropologues même du musée de l'homme, classiquement, c'est qu'ils font des prélèvements sur le chantier, ensuite ils font des études de population, d'état sanitaire, etc., en laboratoire. Mais en fait, si vous faites ça, vous perdez les informations d'anthropologie culturelle que nous essayons d'observer. Donc il n'y a pas pour l'instant d'autre équipe qui a pu montrer ce genre de phénomène que j'ai décrit. Mais on nous cite, puisqu'on est un peu le référentiel. Bon, ça y est, je pense que les gens ont chaud et fatigués. Donc oui, j'imagine. Bon, merci à tous les deux speakers. Et merci à vous d'être venus.